Les Lakers vont plutôt mal en ce moment. Beaucoup de rumeurs, notamment autour du coach, beaucoup de rumeurs de trade aussi. Et pourtant, hier soir, face aux Clippers, dans le derby de Californie, de Los Angeles surtout, ils ont mis fin à une vilaine série de 4 défaites d'affilée. Messieurs, avant d'aller dans le détail un petit peu, on va faire un petit bilan de où en sont les Lakers. 10e de la conférence Ouest, 18 victoires pour 19 défaites. On n'est pas à 50% de victoires. Et puis surtout, on a l'impression que depuis la victoire au In-Season Tournament, il y a quand même quelque chose qui s'est cassé, ou en tout cas, qui ne fonctionne plus, Thomas. C'est moi qui commence sur les Lakers. C'est toi qui commences. Bah écoute, ouais, depuis le Play-in Tournament, on voit qu'il y a une grosse baisse de régime. On dirait qu'ils avaient tout misé sur ce titre de début d'année et on espérait qu'ils allaient continuer sur la lancée. Et là, on voit qu'ils sont dans le dur. En plus, on voit les déclarations du coach qui parle de marathon. En gros, qui dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais moi, à sa place, je m'inquiéterais un peu quand même parce que quand je les ai regardés, j'ai regardé le match ce matin contre les Clippers. Bon, ben, ils s'en sortent parce qu'il y a quand même du talent. Les Clippers, bon, ne font pas un très bon match. Mais dans l'ensemble, j'arrive pas à voir où ils veulent aller, les Lakers. Je les sens pas. Il va falloir du changement à la trade deadline comme l'année dernière. Mais bon, refaire le coup chaque année, au bout d'un moment, niveau stabilité, c'est pas top. Ouais, c'est inquiétant et rassurant un petit peu quand on regarde leur début d'année. Rassurant parce que on savait qu'ils avaient le play-in, le in-season tournament, excusez-moi, en ligne de mire et ils ont réussi à rester motivés, à gagner tous leurs matchs durant la saison pour pouvoir y arriver et après performer durant ce tournoi à Las Vegas. Et hyper inquiétant parce qu'en fait, quand il n'y a pas d'enjeu, c'est une équipe qui a du mal à jouer. Moi, je trouve que le plus gros problème des Lakers, c'est ce sur quoi on les attendait cet été, à savoir le supporting cast. On a construit l'équipe autour de LeBron James et de Anthony Davis, excusez-moi. Et on s'était dit, bon, on va leur donner des assets pour que, au cas où ces deux gars sont blessés, parce qu'on sait qu'ils ont raté beaucoup de matchs ces dernières saisons, au cas où ces deux gars sont blessés, on va avoir un supporting cast qui va pouvoir faire l'affaire. La difficulté, c'est que pour l'instant, ce supporting cast et les gars qui sont autour, on a du mal à les voir performer. Et je crois qu'Anthony Davis et LeBron James ils ont dû rater 4 ou 5 matchs max chacun. Donc pour l'instant, de ce côté-là, et si sur le début d'année, on s'était dit en janvier, ils ont raté que 4 ou 5 matchs, ils seraient bien plus loin. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et effectivement, il y a plein de personnes à blâmer. Moi, le premier, c'est Darvin Ham. Je ne comprends pas ses changements, je ne comprends pas ses rotations. L'année dernière, on a vu qu'il y avait le 5 qui fonctionnait le plus avec D'Lo, Austin Reeves, Anthony Davis, LeBron James et Vando. Ils marchaient très bien. Est-ce que vous savez combien de temps ils ont joué, les 5, ensemble sur le terrain cette année ? Tu vas nous le dire. 3 minutes, mon gars. Donc je trouve qu'il y a des problèmes. Il y a Jackson Hayes qui joue beaucoup trop, des problèmes dans les rotations. Donc à voir ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est un petit peu la cata. C'est quand même bizarre. Je trouve que l'année dernière, on avait fait un bilan des Lakers de leur fin de saison. On avait dit finalement certains, je me souviens que Rémi Reverchon et Thomas étaient plutôt satisfaits de la saison des Lakers. Ils avaient dit ouais, c'est une saison correcte. Et c'est vrai qu'on se souvient qu'il y a un an, tu le disais Thomas, pile poil, ils étaient dans la panade et il n'y avait pas le in-season tournament. Ils étaient vraiment dans la panade et il y avait eu cette espèce de coup de génie de Rob Pelinka à la trade deadline et ça avait relancé la fin de saison des Lakers. Il avait accroché les playoffs et on s'en souvient, ce parcours taper Memphis. Alors que tu n'as pas l'avantage du terrain, taper les Warriors et puis après il s'était fait sweeper face aux Nuggets qui était injouable à ce moment-là. Mais on s'était dit ok, c'est positif et finalement on se rend compte, on va aller sur Darvin Ham après, mais on se rend compte que finalement sur cette bonne deuxième partie de saison, ils n'ont pas réussi à capitaliser. Mais pour moi, c'est toujours resté un miracle un peu ces playoffs. Honnêtement, moi, quand je me souviens, j'ai été choqué vraiment pendant ces playoffs. Tu voyais des Rui Hachimura sortir du banc, tourner à 70% à 3 points, ça ratait rien. Il y avait une sorte année de contrat. Ouais. Il y avait une sorte d'énergie avec tous ces mecs qui venaient d'arriver, qui jouaient pour moi à un niveau au-dessus du leur. Tu vois, ils étaient un peu dans l'euphorie. Il y avait une sorte de magie. Je me suis dit, mais attends, ils ne vont pas pouvoir jouer 82 matchs de saison régulière comme ça. Là, ok, ça marche, c'est les playoffs, il y a cette excitation des matchs couperés, tout ça. Mais moi, je n'ai jamais cru qu'ils pourraient rester comme ça durant toute la saison. Ils ont essayé de se renforcer avec Gabe Vincent. Et c'est tout, en fait. Sans Thomas. Voilà, c'est Christian début de saison minable et après, il est blessé depuis. Et Christian Wood, bon... C'est plutôt une bonne surprise. Oui, mais il est là pour jouer 10 minutes. Ce n'est pas lui qui va te changer l'équipe en entier. Et... Voilà, pour moi, j'ai jamais vraiment cru. Mais Rui Hachimura a été re-signé. Austin Reeves est toujours là. D'Angelo Russell a été re-signé à un prix très bas. Austin Reeves, du coup. Moi, je trouve que le taf côté Pelinka, cet été, il était incroyable. Franchement, au début de saison, je me suis dit, mais là, est-ce qu'on aurait pu faire une meilleure équipe
Alors bien évidemment, on n'aurait pas pu anticiper les blessures de Gabe Vincent, mais comme je vous l'ai dit, au niveau du Super Team Cast et de tous les joueurs qui sont autour, on a réussi à avoir plein de role-players à des prix réduits. Vraiment, D'Angelo Russell, re-signé quoi, il est à moins de 20 millions ou même à 12 millions comme ça la saison, un prix très bas. En fait, on pensait qu'il allait être bien plus performant. Donc moi, je suis hyper déçu par rapport à ça. Et au-delà du niveau intrinsèque de ces gars cette année-là, moi, c'est surtout les choix et les associations. La dernière fois, il y avait un match où tu avais Christian Wood qui était sur le terrain avec Anthony Davis et Jackson Hayes. En fait, c'est pas équilibré. Des fois, il met trop de petits, il fait jouer beaucoup trop longtemps notre ami Cam Reddish. Et je suis désolé, mais moi, je suis vraiment obligé de repartir sur la partie coaching parce qu'en fait, c'est une équipe que je regarde comme vous le savez. Et en fait, je comprends pas. Anthony Davis et LeBron James sont à un super niveau, mais ce qu'il y a autour, c'est. Ça, c'est vrai, tu fais bien de le dire, c'est que tes deux leaders régalent, honnêtement. Moi, j'allais y venir, justement. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'Anthony Davis, il est en deçà de ce qu'il devrait apporter. Et c'est un de ces rares joueurs de superstar qui passe entre les gouttes, je trouve, depuis des années. On sait que c'est une superstar, il nous fait sa petite saison à 25 points, tout va... Ben non, moi j'ai envie de le voir comme les autres, là, à 30 points, demander les ballons. Ce matin, je regarde le match, et je sais pas, au milieu du troisième quart-temps, je me dis, mais attends, mais il a fait quoi, Anthony Davis? Moi, je l'ai trouvé rayonnant cette nuit. Ah ouais, j'avais l'impression de ne pas l'avoir vu, vraiment. Alors oui, mais c'est panier, il joue très propre. Ouais. Mais là, moi, dans le contexte... C'est le seul qui va au charbon dans cette équipe. Dans le contexte actuel, j'aimerais le voir encore plus, le voir claquer des 30-35 points régulièrement. Pour moi, tant que LeBron James, à ce niveau-là, il ne peut pas tourner à 30 points par match. L'autre, en fait, naturellement, et en plus, je pense même pas que ce soit LeBron qui fasse un petit peu, qui veuille garder le cap, c'est moi le meilleur joueur de l'équipe. Je pense même pas, parce qu'avec son jeu, LeBron, il pourrait être un peu plus dans la passe, dans le all-around. Mais gros, LeBron, il est tellement fort qu'en fait, qu'Anthony Davis, il peut pas mettre ses fameux 30 ou 35. Et c'est peut-être un problème. Et c'est vrai que finalement, la relation entre les deux, je dis pas qu'elle est inexistante, loin de là, mais finalement, elle est peut-être pas aussi fluide que ce qu'on aimerait. Mais pour moi, et c'est Thomas qui le dit aussi, il a raison, tant que LeBron James est à ce niveau-là, il est à un niveau pour moi surhumain encore pour son âge. Anthony Davis, offensivement en tout cas, ne peut pas atteindre ce que tu aimerais. Ah ouais, alors moi, au niveau, j'ai pas du tout la même lecture que vous, les gars. Je trouve qu'ils fit super bien les deux sur le terrain. Ils sont archi efficaces. Et puis surtout, Anthony Davis. Alors oui, on donne de l'intention à Wembanyama qui met beaucoup de contres, à Rudy Gobert qui est hyper fort défensivement ou à d'autres grosses stars de la ligue. Mais défensivement, pour moi, c'est le défenseur de l'année pour le moment. Ah oui, défensivement, non, j'ai rien à dire. Mais moi, je suis en train de te dire qu'Anthony Davis fait une saison énorme. Ouais. Moi, c'est offensivement que je l'attends. Ouais, plus. alors offensivement. Je le vois rarement. Vas-y, viens, donne-moi la balle. Viens là, au post-up. Donne la balle un peu. Je vais faire le jeu. Mettez-vous autour. Ouais, après, faut peut-être. Tu vois, il est vraiment. 25,2 points cette saison. Je sens que c'est. Bon, après, ça n'a jamais été le cas, mais c'est pas un mec qui va porter un peu l'équipe, qui va se dire, OK, là, on est dans le trou. Manque un peu de leadership. Voilà. Ouais. Je vais un peu step up. Là, en ce moment, on est sur une mauvaise série. Plus que dans le jeu. Il y a le jeu, je l'ai dit. Il y a l'attitude. Mais il y a ce qu'il est. Et puis je te dis encore une fois, il y a l'ombre énorme de LeBron James. Va, au bout d'un moment, mais non, ça va pas. Mais non, ça va pas. C'est ce que je te dis, c'est que l'autre, il est tellement fort, il s'occupe tellement de tout que. Et moi, je te dis, je trouve qu'il va au chantier. Le play-in, il le gagne grâce à lui. Hein. La finale. Ouais, la finale, il le gagne grâce à lui. Mais j'aimerais qu'on revienne sur Darvin Ham, qui est clairement en ce moment sous le feu des critiques. C'est curieux quand même de voir comment en 6 mois, il a réussi à inverser cette tendance qui était plutôt en sa faveur. Tu parles de rotations qui ne sont pas très cohérentes. Tu parles de 5 petits, de 5 trop grands, où il fait jouer des mecs en poste 3 qui sont des 4-5. On l'a vu ça notamment avec Christian Wood, qui est moins bien utilisé que ce qui est en début d'année. Moi, j'ai surtout, Est-ce qu'il peut faire autrement, Darvin Ham? Parce que j'ai l'impression que cette équipe-là, moi, dans le spacing, justement pour associer plusieurs 5 différents, il n'a pas tant de choix que ça. Il y a beaucoup de joueurs de même profil. Ah non, moi je trouve que justement l'équipe elle est hyper complémentaire. Franchement, si tu regardes le roster de 10-12 joueurs, honnêtement, tu as des possibilités pour faire plein de choses. Moi je trouve pas qu'il y ait trop de cran. Bah ouais, t'as Rui qui peut apporter du spacing, qui peut aussi jouer dans la raquette qui est dur. Non, mais c'est quoi le spacing de Rui Hachimura? C'est pas un shooter à 3 points. C'est pas un shooter à 3 points, en l'occurrence pendant les playoffs ou quand il s'y met. Mais c'est un gars qui peut avoir une superbe adresse. Et je parle pas que du match à Memphis l'année dernière. Je vais te dire un truc, Arthur. Tu vois, comment quand je parle de spacing, et après on va aller sur les stats et qui sont vraiment pas l'avantage des Lakers, quand tu me dis Rui Hachimura et que tu me dis l'année dernière en playoff, c'était l'année dernière en playoff, et je reviens sur la théorie de Thomas pour dire qu'ils étaient sur un nuage, notamment sur les 2 premiers tours, et quand il s'y file, non mais les gars, au bout d'un moment, on est un NBA, on peut pas être de quand il s'y file. Pour moi, si Rui Hachimura doit t'assurer ton spacing,
Déjà, pour moi, c'est problématique. C'est pas ce que j'ai dit. Pardon. Je parlais de Rui Hachimura. J'ai envie qu'il y ait des étincelles entre toi et moi, Arthur, aujourd'hui. J'ai envie qu'on soit là. C'est 2024, j'ai envie qu'on se foute sur la gueule. Allez. Non, mais non, moi, je trouve que l'équipe, tu as beaucoup d'associations que tu peux faire et que vraiment, la gestion de Darvin Ham est catastrophique. Je te reparlais des 3 minutes où les 5 ont joué ensemble. Je sais pas si on se rend compte. Alors, oui, pareil, il y avait eu, je sais plus combien, 35, 30 ou. Non, un peu moins, bref, je sais plus. Beaucoup de 5 majeurs différents. Au-delà des blessures, il faut pouvoir essayer de trouver un petit peu de continuité. Pour l'instant, le seul choix fort qui avait été fait sur le début d'année, c'était de mettre sur le banc Austin Reeves. Je pense que ça lui avait fait du bien. Il avait aussi exprimé. Ça avait rééquilibré l'équipe d'ailleurs. Ça avait un peu rééquilibré l'équipe. Mais moi, je trouve vraiment que les gestions des temps de jeu et les gestions des temps forts et des temps faibles, c'est catastrophique. Il arrive aujourd'hui à se reposer uniquement sur les LeBron James et sur AD en mode je vous laisse sur le terrain. Après, j'essaie de mettre quelques joueurs, Vando par-ci par-là, D'Angelo Russell s'il veut. Quand tu dis Vando, c'est Vanderbilt. Hein. Exact. Oui, excusez-moi. C'est son cousin, quoi. Ouais, non, mais tu vois, c'est comme ça. Moi, je crois que tu parlais de Rajon Rondo. Non. Et donc voilà, moi, franchement, je suis hyper déçu. Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a mis Darvin Ham un petit peu à l'époque comme Tyronn Lue, un gars qui est proche des joueurs avec qui on peut avec qui il y a une bonne alchimie, mais là je trouve qu'il est un petit peu dépassé. Je sais pas ce que t'en penses, Tom, mais là ça me paraît un peu compliqué. Après il faut voir ce qu'il y a sur le marché, et puis on est bientôt à mi-saison, donc voir si c'est pas trop tard. T'es un bon Arthur, on va aller voir ce qu'il y a sur le marché. Thomas, avant que tu me donnes ton avis sur Darvin Ham, j'ai te filé une stat qui va peut-être te filer un peu du grain à moudre. Les Lakers sont la 25e équipe NBA au pourcentage à 3 points, 35,2%. Les Lakers sont la 29e équipe NBA qui tente le plus de tirs à 3 points. Donc en fait, tu as compris, c'est la 29e équipe qui tente le plus de paniers à 3 points. Donc tu as compris qu'ils sont avant-derniers. C'est assez minable avec, je crois qu'ils sont, je n'ai pas le nombre exact, mais on est quand même dans une... Et moi, quand je parle de spacing, c'est qu'au bout d'un moment, dans cette putain d'équipe, et c'était déjà le problème l'année dernière, avec les changements qu'il y a eu à la trade deadline il y a un an, ça avait amené du jus. Ils avaient retrouvé un semblant d'allant. Donc, quand il y a un peu d'allant, il y a un peu d'adresse. D'ailleurs, hier, ils gagnent avec un peu d'adresse, mais ils mettent 11 paniers à 3 points, c'est pas non plus énorme. Mais cette équipe-là, elle n'a pas de shooter. Et aujourd'hui, moi, dans la NBA moderne, et c'est pour ça que je te parle de spacing, c'est que quand ton meilleur shooter à 3 points, ton meilleur pourcentage, c'est LeBron James, ben, il y a un souci. Pour moi, c'est un souci. Et encore une fois, ce n'est pas pour tomber sur LeBron James. Que ce soit Anthony Davis, LeBron James, il y a tellement de situations où ils débloquent des mecs grand ouverts à 3 points et ils envoient des briques. Est-ce que toi, tu trouves aussi qu'il y a un problème avec Darvin Ham, ou que quelque part, l'effectif n'est pas aussi adapté pour pouvoir essayer de trouver d'autres solutions? Ou peut-être les deux. Tu sais, moi, je dis toujours, c'est dur de jouer au basket quand tu connais pas vraiment ton rôle. Quand tu rentres sur le terrain et que tu te poses des questions, c'est toujours compliqué. Tu parles de ta carrière, là, ou tu parles des Lakers? Non, mais dans le sens où, voilà, tu as besoin de rentrer sur le terrain. Ok, tu sais que tu vas te positionner là, tu vas recevoir la balle, enfin, plus ou moins, voilà, tu connais tes spots de shoot. Et après, on peut toujours aussi revenir à la question éternelle. Est-ce qu'on peut coacher LeBron James? Est-ce que finalement, on peut mettre des choses en place, parce que c'est quand même lui, à l'arrivée, qui va décider un peu comment tourne le jeu. On voit que ses coéquipiers, s'il appelle la balle, il lui redonne tout de suite. C'est quand même lui le patron, ça l'a toujours été. Bon, ça lui a réussi. Il y a des années où ça a été un peu plus compliqué. Moins sur la fin, t'as raison. Voilà, moins sur la fin. Mais au bout d'un moment, est-ce que changer de coach, c'est la solution? Ou est-ce qu'il est coachable? Alors là, pour moi, il y a deux problèmes qui peuvent se résoudre, qui peuvent peut-être se résoudre en un. Mais moi, j'aimerais bien vraiment, Arthur, au vu des stats que je viens de te dire, revenir peut-être sur ce qu'on a dit il y a 2 minutes sur le spacing. Ouais. Avec les stats que je t'ai données, ça reste des stats. Après, il y a aussi l'aspect visuel. Nous, on est là, on est des mecs, on n'est pas que des mecs de stats, heureusement. On est aussi des mecs qui regardent les matchs, qui ont un ressenti. Mais est-ce que toi, tu le ressens aussi, au-delà du coaching de Darvin Ham, comme il manque un mec qui est capable de mettre 5-6 bombinettes à 3 points, où tu te dis, chaque match, il peut mettre 3 ou 4. Ouais, hier, pardon, je finis juste sur un truc. Hier, quand Cam Reddish, à un moment donné, il en met 2 d'affilée, le commentateur des Lakers, il est là, il fait « Wouah, Cam Reddish, 2 in the road !» Ah ouais, d'accord. Donc, tu vois, pour te montrer que c'est pas... Il manque peut-être un spécialiste. Je vois ce que tu veux dire. Il manque peut-être un spécialiste. Après, quand tu reviens, pareil, une nouvelle fois sur la construction de l'équipe, tu sais que LeBron, c'est pas son point fort, l'adresse extérieure. Alors, évidemment, il peut avoir des flashs. Et tu as Anthony Davis qui, pareil, il peut tirer sur du catch and shoot, mais c'est pas sa force principale. Donc, quand tu as tes 2 meilleurs joueurs qui ne sont pas des spécialistes ou qui ne sont pas hyper forts dessus, tu peux attendre effectivement que l'équipe soit construite avec des gars qui sont un petit peu plus adroits. Mais si tu regardes
effectif, je reprends des gars qui sont capables de mettre des tirs. T'en as, t'as D'Angelo Russell, c'est un gars qui est à droit. T'as Rui Hachimura qui est très bon en catch and shoot. Et t'as Gabe Vincent qui a mis des gros paniers avec des grosses coronesses l'année dernière en finale. Pour l'instant, Un il n'a mec pas blessé, été bon. un mec dont blessé. c'est pas la spécialité. Il y a un mec qui est une grande craquette qui est dans l'attitude et qui est dans l'attitude est sorti des plans de LeBron. J'entends. On est là aussi pour prendre vos appels. On a Paul. Alors pas Paul, pas notre polo national, mais on a Paul qui apparemment n'était pas d'accord avec moi sur le banc ou avec moi ou d'autres, je sais pas, qui n'était pas d'accord avec moi ou nous sur le rôle du banc des Lakers. Bonsoir Polo, bonne année, meilleurs vœux mon gars. Come on Polo. Est-ce que Polo est avec nous? Polo module. Mais si tu modules, comment veux-tu? Ouais, mais bon, que ça ondule. Ouais, on va enchaîner. Donc du coup, il y a des vraies grosses rumeurs autour donc, de Darvin Ham. En général, quand un coach de LeBron, il y a des rumeurs de se faire cut, en général, qu'est-ce qui se passe? Il se fait cut. Il se fait cut. Alors s'il se fait cut, forcément, je me suis posé la question, il y a qui sur le marché? Je vais vous donner des noms, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a Terry Stott, qui a plus de taf depuis Portland, hein, Ouais, ça fait qui a quand même fait des bonnes années. Bon, je crois qu'il est dans un roster, mais bon, il n'a pas eu de taf de numéro 1. Il y a Mac D'Antoni, dans une équipe sans shooter, avec aussi peu de shooters, si tu préfères, pas de équipe shooter. d'attaque, ouais. Équipe d'attaque. Dave Jorger, là on est plus sur un profil défensif. Ouais. Et ça leur ramènera un petit peu ce qu'ils avaient eu avec celui qu'aux Suns maintenant. Là. Vogel. Il y a Phil Handy, qui est l'assistant. Ouais, je connais pas. Ouais, si, barbe blanche, l'assistant. Oui, là, je vois qui c'est, fait un mais peu thug. au niveau de on l'influence qu'il a, on je connaît sais pas trop son CV. Il fait beaucoup de travail individuel Exactement. avec les joueurs. Et il y a Doc Rivers, qui est aujourd'hui analyste pour ESPN. Franchement. Ça, c'est les gros noms. Après, on n'est pas à l'abri de sortir des noms. Il y a toute une nouvelle vague de coach. Mais quand je vois Darvin Ham qui faisait partie de cette nouvelle vague de coach, et quand j'entends ce que vous avez dit, je me dis que mettre un coach jeune, voire rookie, avec LeBron, j'y crois pas. Phil Handy, il est dans les rumeurs ou c'est toi qui l'as? Non, il est dans les rumeurs. Ok. Bah, bon, Parce c'est pas moi qui fais les rumeurs. Non, mais parce je vois, il est très proche de LeBron et c'est marrant parce que je l'ai vu un peu au temps mort là ces derniers temps, ces derniers matchs. Il prend beaucoup de place. Ouais. Il prend pas mal de place et tout. Je serais vraiment pas surpris que LeBron pousse pour le mettre lui comme ça. Forcément, il pourra aussi avoir son mot à dire et peut-être coacher, comment on peut dire ça, pas directement, mais indirectement en coulisses, donner un peu des options. Et donc ça pourrait être intéressant. Et on sait que pour coacher LeBron, il faut qu'il y ait du respect. Enfin, il faut que LeBron il te valide. Ouais, il te valide et qu'il te respecte, sinon c'est mort, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que c'est déjà le cas. Mais peut-être qu'il y a dû avoir des épisodes, des choses qu'on n'a pas vues, qui vont peut-être sortir par la suite. Mais en tout cas, en tout cas, sur le terrain, j'ai pas une impression que les joueurs aient lâché leur coach. Et une nouvelle fois, alors peut-être que c'est des rumeurs qui sont vraiment insistantes. Hein. Ouais, et puis même après. Puis Darvin Ham, tu parles d'attitude de Phil Handy, qu'on voit beaucoup plus sur les temps morts. La tronche, le body language de Darvin Ham, tu sens qu'il est. Moi, pour le coup, encore une fois, je te rejoins pas là-dessus. En tout cas, peut-être pas les joueurs, mais j'ai l'impression que le coach, lui, en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a un écart qui s'est creusé avec son groupe. Après, c'est une impression que j'ai. Peut-être que je me trompe. Écoute, on verra. Là, en tout cas, la victoire d'hier soir, ça a dû lui faire, un petit bol d'air parce qu'elle était carrément inespérée quand tu vois la dynamique des deux équipes. Maintenant, je pense. Ok, on va accueillir Paul du coup. Salut Paul, tu nous entends? Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, Paul. Tu viens, tu nous coupes la parole froidement. C'est ça, c'est l'esprit First Team, mon gars. On est là pour se couper la parole. C'est pas lui qui a coupé la parole. C'est Tom pour faire un test en plus. C'est Tom. Bon, je vais lui casser la gueule. Bonsoir, Paulo. Bienvenue. Bonne année, meilleurs vœux. Tu voulais meilleurs vœux, bien sûr. Tu voulais donc, toi, revenir sur le banc des Lakers. Tu n'étais pas d'accord avec ce qui a été dit. Ouais, moi, personnellement, je trouve que, comparé à l'année dernière, on a quand même amélioré le roster. On est plus complet, avec des profils différents. Et notamment, on peut jouer grand, ce qui, je trouve, a fait la force des Lakers. Notamment, c'est comme ça qu'on a gagné le titre en 2020. Et là, on l'a vu, comme par exemple le dernier match contre les Clippers. Christian Wood, il reprend des minutes. Et comme par hasard, déjà, ça va mieux. Darvin Ham, il sort un peu les mains de ses poches, ça change aussi. Ça nous aide un peu, parce que un peu du mal avec un coach qui a un body language où il est passif. D'ailleurs, je pense que vous en verrez tous. Contre les Suns, c'est LeBron qui prend temps mort, on est à deux doigts de se faire prendre la balle, on peut encore se faire prendre le match, et le mec est tout le temps passif. Donc
Pour moi, c'est pas vraiment l'effectif, mais plutôt le coach qu'il faudrait changer, même si avec le retour de Dilo qui apporte quelque chose, avec notamment un deuxième ball handler, même si Reeves s'améliore à la passe, pour moi, c'est plus le coach que l'effectif le problème. Alors justement, on était en train de parler du coach, et on parlait de l'assistant Phil Handy qui fait partie pourquoi pas des prétendants pour récupérer le poste si jamais Darvin Ham est coupé. On parlait de Terry Stott, de Mike D'Antoni, de Dave Yorger et de Doc Rivers. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu de Doc Rivers. Moi, j'y crois pas une seconde. Je crois surtout que c'est une très mauvaise idée pour les Lakers. Maintenant, il a coaché la team de Tom. C'est juste Ouais. drôle. Maintenant, j'ai envie d'avoir votre avis sur Doc Rivers, qui est quand même un espèce de phénix. Il arrive toujours à renaître de ses cendres, Phil Jackson, depuis les Celtics. Doc Rivers. Doc Rivers. J'ai Vas-y, dit dis. T'as dit Phil Jackson. Je sais pas pourquoi t'as pensé à lui. Frère, Phil Jackson, bien sûr, j'ai dit Jean Gall, gros. Phil Jackson, frère, j'ai dit n'importe quoi. Donc, Non, Rado Auerbach, est-ce qu'il pourra pas revenir, lui? non, écoute, je pense qu'il surfe encore sur la vague des Celtics de 2008. Putain, c'est une énorme vague, c'est un tsunami, ce truc. ouais, non, mais c'est un Oh la tsunami. vache! C'est à Nazareth, Ah ouais, là, c'est- au Portugal. Oh la vache, la vague de bâtard! Et en fait, C'est il a- Kelly Slater, en fait, c'est plus Doc Ah Rivers, ouais, non, le là, mec. c'est trop là, c'est trop. Et je pense qu'il a une aura en tant qu'ancien joueur. c'est un politicien. Ouais, voilà, c'est un politicien. Il a toujours su bien se placer, avoir des très gros effectifs. Et depuis 2008, il a eu quand même de l'or entre les mains. Je laisserai Thomas parler un petit peu de l'expérience aux Sixers, mais enfin, pour moi, c'est dramatique. Il est dépassé. Faut pas qu'on le prenne pour ce genre de situation-là. Et puis je suis pas sûr que ça le fasse avec LeBron, je suis pas sûr que ça le fasse avec AD. J'ai pas beaucoup plus d'explications, mais je sens pas du tout le fit là. Non, Polo. non, Ah, vas-y, Thomas, pardon. Après, on Oh, ira voir non. Polo. Comme il disait, moi, aux Sixers, il a pas fait que du bien à l'équipe. Et comme tu as dit, depuis Boston, il surfe sur ce truc. Il nous raconte toujours la même histoire, qu'il avait réuni l'équipe, je sais pas quoi. En fait, Ubuntu. Ouais, voilà, Ubuntu, Ubuntu. ouais. C'est un homme politique pour qui ça a marché avec une équipe incroyable avec Boston. Bravo à lui. Et depuis, les Clippers, ça n'a pas marché. Les Sixers non plus. Au bout d'un moment, voilà, il faut qu'il arrête, qu'il fasse consultant. Je pense qu'il peut être super en consultant. Il est super, il est très bon plutôt en consultant. Polo, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ressortir de la carte Doc Rivers que certaines franchises n'hésitent pas à ressortir depuis quand même plus de 10 ans? Non, pour moi, non, il sait pas se réinventer. De toute façon, en fait, le seul truc qu'on aime avec lui, c'est ses conférences de presse quand il s'est sorti au premier tour de playoff, quoi, parce qu'on rigole bien. Mais Il est taquin, Polo, dis donc. sinon, bah non, mais enfin, je trouve, enfin, 2008 son titre. On est en 2024, quoi. Donc, Le temps passe. enfin, non, moi, pour le coup, j'irais plus sur un. Moi, j'aimerais bien Budenholzer parce qu'il a gagné un titre récemment, qu'il a fait avec Yanis. C'est un poste 4-5, parce que des fois, il fait jouer en 5, ce qu'il pourrait peut-être faire avec AD. Je sais pas, moi, en plus, coach aussi connu pour être défensif, je pense que ça pourrait bien coller. Et avec Ouais. une équipe qui dans le profil, excuse-moi, Non. des Bucks 2021, avec des grands, des gars physiques et Voilà. sur lesquels on peut jouer effectivement. Budenholzer, pas mal, je l'avais pas dans ma liste. Quoi qu'il arrive, il faut ramener quelqu'un qui a des idées, qui est respecté et de la fraîcheur un peu que les joueurs voilà, sentent qu'il y a un coach qui leur propose des solutions. Et ça, c'est important quand tu es joueur aussi parfois quand tu es dans le dur, de pouvoir te tourner vers ton coach et qui disent OK, on va faire ça, regardez, faites-moi confiance, ça va bien se passer. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu cassé en ce moment avec Darvin Ham. Ou alors, on fait quelque chose d'autre. Quelque chose de Ce que tu m'as différent. proposé. Quelque chose de différent. Attends, j'espère que tu vas. Non, mais parce que... Bill Russell, coach joueur ou quoi? Exactement. C'est ce qu'a dit. Alors, c'est pas moi qui la propose, hein, mais j'ai entendu cette semaine en regardant un petit peu tous les shows américains. C'est comment il s'appelle, notre ami Skip Bayless, qui proposait ça, de dire est-ce que LeBron. Mais c'est ce que vous. Mais alors, l'idée me paraît folle en 2024. On rappelle que des entraîneurs-joueurs, il y en a eu quelques-uns quand même dans l'histoire. Le dernier à l'avoir fait, vous savez qui c'est? C'est Dave Cowens avec les Celtics. En 78-79, les Celtics, ils ont beaucoup aimé avoir des entraîneurs-joueurs. On se souvient que Bill Russell l'avait fait, Bob Cousy l'a fait, Dave Cowens l'a fait, et Bob Pellitt, c'était pas que des Celtics, l'avait fait Il y a eu des aussi. titres comme ça ou pas? Bill Russell a Bill Russell, gagné. ouais. Bill Russell a gagné avec les Celtics en étant entraîneur-joueur. Donc c'est quelque chose qui ne se fait plus depuis 50 ans. La dernière fois, c'était en 78, 79. Maintenant, je me dis, et c'est ce qu'explique plutôt très bien Skip Bayless dans son show, c'est que est-ce que LeBron James n'est pas le seul joueur aujourd'hui qui a l'aura, qui a le profil, qui veut écrire sa legacy comme personne ne veut écrire une legacy comme celle-là, qui est omnibulé par ça?
Alors, la sienne et celle de son fils et de sa famille, du coup. Oui, parce que dire que son fils peut jouer en NBA aujourd'hui, c'est quand même faire une insulte à ses coéquipiers, aux joueurs qui jouent. C'est une parenthèse qu'on referme. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, LeBron James, c'est ce que vous dites un petit peu en sous-main, c'est que c'est déjà lui qui coach, et que si c'est l'assistant, c'est lui qui va tout coacher. Est-ce que finalement, ça serait pas la solution de dire, hey, LeBron, t'es entraîneur-joueur, mon gars. T'as 40 ans. Vas-y. Finalement, c'est un truc dans ta carrière que plus personne ne fera. LeBron James, tu es entraîneur-joueur. Bah, quand tu le dis comme ça au tout début, je me dis, c'est un truc de ouf et tout. Et en réfléchissant un peu, finalement, comme tu l'as dit, c'est le seul qui peut faire ça aujourd'hui dans la ligue. Parce qu'il a l'aura, il a le respect. On sait que tout le monde, tous ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers disent qu'il a un QI de basket incroyable, qu'il a une mémoire aussi incroyable. Et ouais, c'est un truc qui pourrait fonctionner, je pense vraiment. Il a l'aura, comme tu dis, pour prendre des décisions, pour rameuter les troupes. Et moi, ça pourrait être une bonne idée, même si c'est un peu fou. Et encore une fois, ça serait du LeBron James, il passerait encore une étape supplémentaire, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on raconterait l'histoire de LeBron James une fois qu'il a fini, se dire que ce mec-là a fini par être entraîneur-joueur des Lakers et que après, on ne sait pas ce que ça donne. Hein. Alors, imagine, il arrive à les remettre en route et qu'ils font des bons playoffs, ça serait fantastique. Ça peut être aussi un fiasco où là, pour le coup, tout le monde va lui tomber dessus. Mais est-ce que c'est pas le genre de challenge dont il pourrait relever ? Franchement, oui, c'est le seul joueur. Tu vois ta tête, t'as pas l'air convaincu. Avec Chris Paul à la limite, si on devait penser à des gars, mais honnêtement, j'y crois absolument pas. C'est utopique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus la NBA de la préhistoire. On embrasse Dave Cohen, ça. Non, mais le basket est beaucoup trop professionnalisé pour qu'on puisse imaginer ça. Il faut de la préparation des matchs. Alors, on sait qu'ils ont des assistants. Quand tu vois les équipes jouer, moi, je suis toujours sceptique sur le coaching à NBA. Bon, oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que tu as raison. Des fois, le coaching, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a quand même une préparation et ça serait s'éparpiller que de pouvoir penser ça. Alors oui, s'il y a un gars qui peut le faire, c'est LeBron. Après, je pense que ça serait des risques qui seraient démesurés pour sa legacy, pour son ego et pour beaucoup de choses qu'on lui reproche déjà, à savoir d'être omnipotent. Alors on sait qu'il est omnipotent, mais il a toujours ce fusible de se dire bon, avec le coach ça va pas, je boude, ça va pas, donc c'est peut-être le coach et je peux me reposer sur ça. Là, qu'ils prennent le coaching, je ne vois pas ce que ça changerait de plus. Il va faire toutes les rotations, tous les changements. Non, moi j'y crois pas. Bon, alors attention, c'est pas une rumeur, hein. C'est vraiment une idée qu'a dit Skip Bayless cette semaine, ce week-end, dans son émission Undisputed. Et j'ai trouvé celui-ci, faut qu'on en parle. C'est quand même. Moi, toi, t'en penses quoi, toi ? Moi, je trouve que ça fait pas professionnel. En 2024, tu ne peux pas, et je vois les gens dans les commentaires, on est en départemental 3, c'est quoi, ça veut rien dire. Et je partage ça. Mais encore une fois, si tu me dis n'importe quel autre joueur au monde, je dis c'est n'importe quoi. Je dis LeBron James, au final, il fait tellement ce qu'il veut. Est-ce que c'est pas déjà lui finalement qui coach ? Est-ce que si ça se passe mal avec Darvin Ham, comme ça, alors que ça semblait bien se passer, c'est qu'à un moment donné, il prend pas trop de place dans les bureaux déjà, dans le GM. Il prend pas. Gros, tu veux tout gérer ? Gère tout. S'il y a un seul joueur au monde à qui on peut tout donner, de toute façon, vas-y, donne-lui. Et je trouve que pour sa legacy, ça pourrait être du négatif si ça se passe mal. Ça pourrait être tellement incroyable si ça se passe bien. Donc, je me vois pas le faire, ça fait pas très sérieux, t'as raison, puis ça lui enlève une soupape de dire si ça se passe mal, faut s'en prendre à quelqu'un. Il est trop malin, LeBron, pour tout assumer. Mais je me dis, quelque part, s'il y a bien un mec qui peut assumer ça, c'est lui. Par son statut, par son CV, par son QI. Non, c'est sûr, mais c'est Skip Bayless, il fait ça pour piéger les bras. Mais par contre, pour piéger LeBron, mais en fait, le maître coach, pour moi, ça ne serait qu'officialiser ce qu'il fait déjà. Et c'est en ça, quelque part, que je me dis, c'est pas un mec qui joue, qui est là, et à qui on dit, gros, rends-nous service, on est vraiment en galère. Il le fait déjà. Il le faisait déjà aux Cavs. Et les Cavs, quand ils sont champions, c'est lui qui coach. Ouais, mais après, attention, tu peux pas jouer, être pleinement concentré, parce que là, il a encore un super niveau. Mais après, tu as l'assistant, quelque part, bien sûr, qui est là, que tu peux garder d'ailleurs. Pour les changements, pour la tactique, tu peux pas être dans ton match. Les changements NBA, c'est pas en Europe, et tu le sais. Tout est calé à la minute temps, les temps de jeu. Alors après, c'est vrai que les money time, au bout d'un moment, c'est très dur de faire les deux. Mais finalement, encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il y a bien qu'un mec qui peut faire ça, c'est LeBron. LeBron, quand ils sont à Chicago, et que David Blatt dessine un truc, et qu'il lui fait, gros, il efface, tu le dessines, on va faire ça, et qu'il met... En fait, depuis toujours, il fait ça. Ouais, bien sûr. Mais après, entre le faire de temps en temps et donner un coup de main, donner des idées et le faire à plein temps... Mais c'est vrai que quand tu es les Lakers,
et que tu fais un entraîneur-joueur en 2024, ça fait Alors, pas sérieux. Ça fait pas Ça ça. fait pas sérieux. Et puis même après, tu sais, Pelinka et tout le staff, ils perdent en crédibilité. Enfin, ce Bref, serait je voulais en tout cas compliqué. qu'on parle de cette idée un petit peu folle de Skip Bayless. Ça me paraissait marrant. Et surtout, j'étais d'accord avec lui sur le fait s'il y a bien un mec qui peut le faire, c'est LeBron James. Mais on imagine que ça n'arrivera pas, Polo. Toi, Polo, juste ton avis sur ça. Est-ce que tu imaginerais bien LeBron James être entraîneur-joueur? Non. Non, franchement, non. Parce que, comme ils ont bien dit les mecs, je veux dire, franchement, vu que tout est réglé à la minute et tout, s'il a une fin de match et tout, t'as 39 ans, t'es en playoff, imagine, t'es en playoff. Enfin, déjà, imagine les Lakers, ils remontent, ils vont en playoff avec ça, ce serait incroyable. Mais gérer les fins de match en devant gérer la gonfle et puis après se retourner vers son ombre, savoir qui on fait rentrer, machin et tout, non, c'est pas Après, viable. les Mais gars, ça pourrait être drôle, mais c'est il y pas a un viable. staff, hein, il ne sera pas tout seul à coacher. Pour le coup, on n'est pas en départemental, hein, il ne sera pas Non, tout mais seul avec 3 je pélos pense pas qui ont pris un paquet que la le veille hein, staff va sur lui le dire banc. non. D'accord. Je pense pas que le staff saura lui dire non. Les gars, on a déjà fait beaucoup de temps sur les Lakers, mais je veux qu'on finisse quand même. Il y a la trade deadline qui va arriver. On imagine que ça va bouger côté Lakers. Moi, il y a des mecs, hein, il y a des rumeurs avec des mecs, il y a d'autres mecs dont j'ai envie de vous parler. On parlait de spacing, on parlait de tir à 3 points. Il y a un mec qui joue pas depuis un an à New York, qui est français, qui s'appelle Evan Fournier, qui est en fin de contrat. Alors, c'est pas donné son contrat, mais ça serait 5 mois à le payer. Est-ce que Evan Fournier, les Lakers devraient tenter le coup? Là, pour le coup, on a un spécialiste du tir à 3 points. Alors oui, un spécialiste du tir à 3, pas que, bah, ces derniers temps en tout cas avec New York. Après, je pense que son contrat, il peut être matché si tu envoies un Gabe Vincent qui a un gros contrat, enfin c'est faisable. Après, attendre de Fournier qui règle tous les problèmes offensifs qu'on peut voir, ça serait lui mettre beaucoup de pression. Bon, pour moi, il va pas régler tous les problèmes. Il va cocher une case déjà, ce qui est pas mal. Ouais, mais honnêtement, alors j'espère qu'il va pouvoir trouver une situation, lui personnellement, mais je pense qu'avec l'effectif actuel, on peut gérer un peu plus ce problème de spacing. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tom? Non, moi je trouve ça bien. C'est un mec qui sait se positionner et c'est aussi un pur shooter. C'est quelqu'un qui a un bras et qui est capable d'assumer ce rôle de scoreur. Il l'a fait pendant des années. Et en plus, pour lui, ça serait une belle revanche et je pense qu'il prendrait ce rôle très à cœur. Et pour moi, ça serait vraiment un super atout. Après, comme dit Arthur, enfin, tu as confirmé, mais c'est pas lui qui réglera tous les problèmes. Mais ça sera déjà ça en plus pour l'équipe des Lakers. Du spacing avec un mec qui sait prendre les intervalles, se mettre dans les bonnes fenêtres de passe. Et ça manque un peu aux Lakers. Et puis mettre dedans, quoi. Un mec Ouais, qui mettre tous les dedans, soirs peut mettre forcément, 2, c'est 3, clair. 4 patons, 3 points. Paul, t'en penses quoi? Ouais, enfin, franchement, avoir un Français Evan au Lakers serait cool. Tu décales Reeves en 1, tu mets Evan en 2. Non, franchement. Puis c'est pas que un shooter à 3 points, Evan. C'est un joueur vraiment intelligent, c'est un joueur européen. Je pense que ça pourrait bien fonctionner autour. Il se déplace bien et tout. Il pourrait profiter des brèches créées par Eddie et LeBron. Je pense vraiment que ça pourrait être top pour lui et pour l'équipe. Après, je vois dans les commentaires, c'est pas lui qui va régler le problème, c'est pas lui le sauveur. Les Lakers, ils n'ont pas besoin de sauveur. Pour moi, ils ont besoin d'équilibre et de trouver un coaching cohérent. Donc, quand tu es comme ça, quand tu as LeBron et AD à ce niveau-là, pour moi, tu n'as pas besoin de sauveur, tu as besoin d'équilibre. Et on a vu dans toute l'histoire de l'NBA que des fois, deux mecs pouvaient amener un équilibre. Et c'est ce qui s'est passé exactement l'année dernière. Hein. Ils n'ont pas amené de sauveur, hein. Ils ont juste amené de l'équilibre. Il y a deux rumeurs. Là, pour le coup, c'est des vraies rumeurs. Vous me dites rapidement ce que vous en pensez. C'est Dejounte Murray, où ça se passe mal du côté des Hawks. Et Zach LaVine, qui ne joue plus du tout côté Bulls et qui attend d'être transféré. Rapidement, messieurs. Bah écoute, pourquoi pas, moi là quitte à avoir ça et pour travailler un petit peu sur le spacing plus Lavine, après pareil, ça veut dire qu'il faudrait faire des gros changements et bouleverser pas mal de choses parce qu'avec le contrat qu'il a, je crois qu'il a plus de 40 ou 45 millions, bah, il faudrait faire des choix forts côté Lakers et j'ai peur que bouger tout ça, ça soit un peu compliqué. Ouais, Dejounte Murray, même si c'est un shooter moyen, on va dire, à 3 points, fort défenseur, qui peut ramener un peu ce qu'ils n'ont pas, ce deuxième arrière athlétique, qui peut un peu aller casser les lignes. La grinta un peu Ouais, aussi. Hein. la percussion, créer du jeu. Voilà, Lavine, ça serait une troisième, ça serait peut-être un peu beaucoup. Mais Murray, en tout cas, je trouverais ça cool pour les Lakers. Murray plus que LaVine. Polo. Ouais, pareil que les mecs. Lavine, surtout pas. J'aime pas du tout le joueur, son profil et tout. Et il coûte trop cher. Et si tu prends Lavine, il faut envoyer sûrement Austin et Rui là-bas. Et je trouve qu'on est trop perdant en change. Et par contre, ouais, Murray, dans un style vraiment un fort défenseur sur ligne extérieure, capable de driver aussi une équipe, jouer vraiment meneur quand LeBron n'est pas sur le terrain. Ouais, plutôt chaud.
Bon, très bien. Je prends aussi dans les commentaires, je vais voir ce qu'on me dit. Un petit peu. Brogdon, on propose Michael Brogdon contre Gilo. Lavine, ça serait horrible. Il n'a pas beaucoup la cote, hein, Zach Lavine. Lavine, c'est le profil parfait. Ah si, énorme shooter, mais aussi capable Un de joueur de soulager titre. un peu LeBron à la création. Donc voilà, écoute, les avis sont partagés, hein, on le sait, il y a des sensibilités sont différentes. Les Lakers, on le rappelle, sont 10e de la conférence Ouest. Ils ont juste le dernier spot pour aller en play-in. On imagine que ça va bouger d'ici là en février. On va suivre ça et on aura tout l'occasion de reparler des Lakers.